Bonsoir à tous et à toutes. On commence généralement une soirée hommage en remerciant l'invité que l'on reçoit d'avoir accepté l'invitation de venir jusqu'à nous. Ce soir, c'est notre invité que nous allons remercier de nous avoir invités. Bonjour. Bonsoir Dominique Schapper. C'est un conflit d'intérêts évident. Vous êtes ici chez vous, effectivement, depuis près de 10 ans. Ça va être 10 ans cette année, que vous présidez cette noble institution qu'est le Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Vous êtes sociologue, spécialiste des minorités, de la nation, de la citoyenneté, directrice d'études à l'EHESS. Depuis 2018, présidente du comité des sages de la laïcité, après avoir été membre du Conseil constitutionnel pendant près de 10 ans, de 2001 à 2010. Alors nous sommes effectivement ici pour parler de votre dernier ouvrage paru chez Odile Jacob. C'est un ouvrage qui rassemble une vingtaine de textes qui ont été écrits au cours des 40 dernières années, la plupart du temps en réaction à l'actualité, donc sur le thème de la condition juive. On y retrouve vos préoccupations, votre style aussi fluide, sans aucun jargon, ce qui est quand même toujours très plaisant, très agréable. Votre scalpel sociologique n'en est toutefois pas moins très aiguisé, mais vous le maniez avec délicatesse et circonspection en tout cas. L'ouvrage s'intitule donc « Temps inquiet ». Forcément, la première question que je vous poserai, Dominique Schapper, c'est de savoir de quoi principalement faudrait-il s'inquiéter aujourd'hui. Oui, c'était « Temps inquiet », c'était un sous-titre que j'avais d'abord adopté dans l'introduction. Et puis finalement, en y réfléchissant, avec l'aide de Perrine Simon-Naoum et d'Odile Jacob, il m'a semblé que ça donnait un petit peu le ton et la conclusion de ce qu'on pouvait tirer de ces textes. Parce que ces textes remontent à 40 ans. C'est un privilège que je ne souhaite à personne que de pouvoir publier comme ça des textes aussi anciens. Mais le ton entre les premiers textes, ceux d'il y a 40 ans, et les derniers est évidemment différent parce qu'il y a une double inquiétude. Il y a l'inquiétude des Juifs, puisqu'il y a eu ce grand tournant avec le XXIe siècle qui est sorti d'une période de l'après-Shoah qui est maintenant totalement terminée, parce que la conscience historique a avancé avec le temps. Alors donc il y a une inquiétude sur la condition des Juifs et il y a aussi une inquiétude sur la démocratie, puisque le thème que je creuse depuis plusieurs livres sur ces sujets, c'est quand même le lien essentiel, nécessaire entre le destin juif et celui de la démocratie. Et donc l'inquiétude est à double niveau, l'inquiétude sur la condition juive et l'inquiétude sur la démocratie. L'inquiétude sur un sujet renvoyant à l'autre. Et il me semble que l'histoire montre que chaque fois qu'il y a eu une inquiétude sur la condition juive, c'était lié à l'inquiétude qu'on devait avoir ou qu'on pouvait avoir sur la démocratie. Et je pense que nous sommes entrés dans cette période-là, ou dans ce moment-là, comme on a pu le dire, avec ce tournant de l'année autour de l'année 2000, où il y a la fin de l'espoir qu'avait nourri la chute du mur de Berlin, la fin de la conscience de l'après-Seconde Guerre mondiale, et tout ça ensemble, dans une situation géopolitique que nous connaissons, a fait que nous sommes entrés dans le temps de la double inquiétude, qui ressort, il me semble, de la lecture de ces textes, pour ceux qui ont la gentillesse de les lire avec attention, comme vous, Antoine. C'était aussi l'un des thèmes d'un de vos précédents ouvrages, La citoyenneté à l'épreuve, donc la démocratie et les Juifs. Toute crise d'antisémitisme traduit une crise de la démocratie. On peut peut-être essayer de creuser cette liaison. Comment est-ce qu'on peut rendre raison de ce rapport toujours existant entre la situation des Juifs et la situation de la démocratie? Oui. Je vais essayer d'éviter le jargon sociologique, puisque vous m'avez fait crédit que je ne l'emploie pas de manière excessive. L'idée démocratique, c'est l'idée de donner une égalité de statut, dans tout point de vue, de statut économique, de statut juridique, de statut civil, de statut politique, à tous les citoyens, quelles que soient leurs origines. Or, c'est un principe fragile qui risque toujours d'être mis en question, parce que dans la réalité, les individus sont à la fois divers et inégaux. Et donc, c'est un régime
de ce point de vue-là, qui est fragile, puisqu'il est contre l'expérience. L'expérience que nous faisons, c'est de la diversité et c'est des inégalités. Et donc ce principe est fragile, et il est d'autant plus fragile qu'il concerne des populations sur lesquelles se sont accumulés depuis des siècles, en tout cas en Europe, des préjugés, des persécutions, éventuellement des expulsions. Enfin, un destin qui, sans être exagérément lacrymal, est tout de même un destin un peu tragique. Et donc, quand la démocratie est assez forte, l'idée de la citoyenneté, l'idée de la transcendance des particularismes et des inégalités, fait que l'hostilité à l'égard des Juifs, ou la judéophobie, ou l'antisémitisme, comme vous voulez, devient personnelle, ou devient morale, ou devient mondaine. Mais elle n'est pas un problème politique. Et quand le principe civique, c'est-à-dire cette idée de transcendance et d'égalité fondamentale de tous les citoyens, s'affaiblit, alors ces passions tristes qui étaient marginalisées et remises au niveau du personnel et du mondain, eh bien, ces passions tristes s'expriment et se traduisent dans la vie politique. Le problème, ce qui est considéré comme un problème, c'est-à-dire la participation des Juifs à la société, redevient ce que nos amis anglais appellent a political issue. Ça ne l'a pas été pendant les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale pour des raisons que nous connaissons bien. Mais quand le principe civique s'affaiblit, alors ce qu'on a pu appeler les passions tristes, et l'hostilité à l'égard des Juifs est bien une de ces passions tristes, eh bien, elle s'exprime. Et c'est à quoi nous assistons depuis au moins maintenant 2 décennies. D'où l'inquiétude des Juifs, notamment. D'où l'inquiétude des Juifs, et donc l'inquiétude sur la démocratie, puisque l'inquiétude des Juifs repose sur le fait que la démocratie semble affaiblie. D'autant que vous dites que les Juifs ont une perception particulièrement aiguë de l'évolution historique. Ils ressentent cette difficulté, cette crise démocratique, et comme s'ils étaient des témoins avancés, on va dire, du problème. Bah oui, l'histoire leur a donné une certaine sensibilité à la situation historique et politique. Là aussi, pour des raisons que nous savons, ça nous a frappé quand on a travaillé sur le vote des Juifs, parce qu'il n'y a pas de vote juif, mais les Juifs votent beaucoup. Et donc, il y a le vote des Juifs. Et quand on a fait cette enquête avec Sylvie Strudel, on a constaté que sur tous les critères qu'on pouvait avoir dans les analyses classiques de la science politique, les Juifs votaient plus, accentuaient plus les mouvements de la population, c'est-à-dire ils votaient plus à gauche quand la majorité est à gauche, ils votaient plus à droite quand la majorité est à droite. C'est-à-dire qu'ils avaient une sensibilité à l'évolution des temps et un intérêt pour la politique qui, toutes choses égales par ailleurs, dépassait les non-juifs des mêmes catégories sociales. Et on comprend très bien comment ils ne peuvent pas se donner le luxe de se dire que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils savent que leur destin est directement lié à la situation politique, en donnant à politique le sens large de la vie de la cité. Donc, ils sont plus politisés parce que, encore une fois, cette condition particulière fait qu'ils ne peuvent pas mettre de côté l'interrogation sur comment vivons-nous ensemble, comment pouvons-nous agir ensemble, comment agissons-nous vis-à-vis des autres. Enfin, tous les problèmes de la vie de la cité, ils les ressentent d'une manière plus aiguë que des populations plus tranquilles qui peuvent se donner le luxe de penser à leurs intérêts personnels avant ceux de la cité. Alors, on reviendra sur cet article sur le vote juif ou le vote des Juifs. On reste en France d'abord pour commencer, et je voudrais qu'on parle de ce que vous appeliez dans un article qui était publié en 1990 sur le modèle français. Le modèle français qui commence, dites-vous, avec l'édit d'émancipation voté par les membres de l'Assemblée constituante, c'était le 21 septembre 1791, et qui leur accordait, on le sait, la pleine citoyenneté. Chacun se souvient de la célèbre formule de Clermont-Tonnerre, tout refuser aux Juifs en tant que nation, mais tout leur accorder comme individu. Et la nation moderne imposait aux Juifs devenus citoyens français, c'est ce que vous dites, de réinterpréter le judaïsme en termes de croyances et de pratiques religieuses. Ça a plutôt bien marché, pendant un certain temps du moins. Comment est-ce que vous caractériseriez ce qu'on pourrait appeler ce franco-judaïsme qui naît à ce moment-là, à partir de la Révolution ?
C'est-à-dire il est né avec un petit peu de difficulté. C'est-à-dire que la première réaction des communautés juives, quand les communautés ont été dispersées, c'est-à-dire qu'elles ont cessé d'avoir un pouvoir politique et judiciaire pour devenir des communautés religieuses ou spirituelles, la première réaction a plutôt été négative, contrairement à ce qu'on pense à cause de la fin du siècle. Parce que c'était un tel bouleversement, les Juifs, avant la Révolution, savaient ce que c'était que d'être juif. Je veux dire, ils étaient dans des communautés qui étaient à la fois religieuses et politiques et qui définissaient l'ensemble de leur vie. Et donc, l'irruption de la citoyenneté changeait leur mode de vie avec une double réaction. Il y a ceux qui ont tout quitté et sont allés jusqu'à la conversion au christianisme, parce qu'ils ont été grisés par cette espèce de liberté nouvelle, parce que les communautés n'étaient pas des lieux de liberté par définition. Et puis il y a ceux, au contraire, qui se sont concentrés sur une tradition exacerbée et profonde. Et puis au cours des générations, en particulier il y a le grand éveil pendant le Second Empire en France, ils se sont progressivement adaptés à la société française. Ils ont saisi la culture, la langue française avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont eu le sentiment qu'ils ont participé au mythe de la Révolution française, et des responsables des organisations juives disaient bien que c'était le nouveau Moïse qui était venu et qui avait apporté les droits de l'homme, comme autrefois le décalogue. Enfin, il y a eu une adhésion très profonde en termes universalistes à l'idée que transmettait la nation française et la Révolution. Alors, la France avait été le premier pays qui avait donné l'égalité civile, juridique et politique aux Juifs. Les Juifs français, on pensait que leur relation avec la nation française était unique et la meilleure possible, et qu'ils étaient un modèle pour le reste du monde. C'est un peu ce qui a inspiré l'Alliance israélite universelle, qui a pensé que ces Juifs français, ce qu'ils pouvaient faire de mieux, c'était de diffuser la culture française dans l'ensemble des pays de la Méditerranée. Mais à la même époque, parce qu'il faut se remettre dans la période, c'était l'époque des nationalismes, au même moment, les Juifs allemands pensaient qu'il y avait une rencontre absolument privilégiée entre le génie de la culture allemande et le génie de la culture juive, avec les suites dramatiques que nous connaissons. Les Juifs anglais disaient qu'il y avait eu une rencontre exceptionnelle entre le libéralisme anglais et leur goût de l'activité économique et les Juifs qui avaient besoin de ce libéralisme et de cette liberté économique. Donc il y avait vraiment une rencontre exceptionnelle. Et même un pays comme la Hongrie expliquait que aucun pays ne pouvait mieux comprendre le génie juif que la Hongrie. C'est ce que les Juifs hongrois. Pas les Hongrois eux-mêmes, mais les Juifs hongrois. Donc il y a eu ce sentiment que les grands principes de la démocratie moderne, de la modernité politique, donnaient aux Juifs une condition qu'ils n'avaient jamais connue et qui était très heureuse, et qui leur permettait de se référer aux valeurs universelles qu'incarnait l'idée de liberté, égalité, fraternité. Et c'est ça, ce modèle du franco-judaïsme. Alors, comme vous savez, il a été beaucoup critiqué puisqu'il comportait sa part d'illusion, puisque personne, la plupart d'entre eux, n'auraient jamais pensé qu'un gouvernement français, fût-ce après une défaite, pu prendre le statut des Juifs. Et donc c'est un peu la fin d'un certain franco-judaïsme, c'est-à-dire d'un franco-judaïsme qui non seulement se manifestait par certaines croyances, mais qui vivait aussi sur l'idée que cette croyance empêchait que leur destin peut être contrarié par la nation française. Vous êtes presque un peu plus radical dans le livre. Vous dites l'événement qui a définitivement détruit le rapport que vous qualifiez d'enchanté des Juifs avec la République et la France, c'est l'adoption du statut des Juifs, 3 octobre
1940, qui les Oui. excluait d'une position sociale, etc., qui trahissait donc le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Donc cette croyance dans le franco-judaïsme, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle s'est irrémédiablement rompue Il y a une à ce forme, moment-là? je pense qu'il y a une forme de confiance, oui, qui a disparu. C'est-à-dire que les plus fidèles au franco-judaïsme ou les héritiers du franco-judaïsme n'ont pas remis en question leur rapport à la France, n'ont pas remis en question leur rapport à la culture française, mais ils ont certainement remis en question l'idée que jamais la France ne pourrait avoir une politique antisémite. Ça, oui, je crois que quelque chose de définitif s'est cassé avec le 3 octobre 40. C'est-à-dire ce qui est apparu comme une illusion et qui montre qu'aucune démocratie n'est à l'abri de cette position. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a eu une forme de rupture définitive. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas un franco-judaïsme. Simplement, il est... On va essayer d'en reparler un petit peu, voir on comment peut en reparler, ça mais peut se faire. Il a moins d'illusions. Il y a un deuxième facteur que vous évoquez qui est venu troubler en quelque sorte cette solidité de l'alliance entre les Juifs et la France. C'est la création de l'État d'Israël qui a quand même conduit les Juifs à repenser les termes de leur citoyenneté. C'est ce que vous dites en tout cas. Oui. Donc là, par rapport à la création de l'État d'Israël, comment ça s'est passé? De quelle manière cela a été repensé? Traditionnellement, les Juifs français avaient l'attitude de Léon Blum, qui a de très belles phrases en disant que pour lui, qui est français depuis des générations, qui n'a jamais connu que ce pays et que cette culture, mais qui reste fidèle à l'idée de sa race, à l'époque race voulait dire de son peuple, il n'y pensait pas pour lui-même, mais qu'il était heureux que dans des pays qui n'avaient pas eu la chance d'être français, ça c'est entre guillemets, la chance d'être français, il était heureux que puisse se reconstituer en Israël un pays qui, au nom de cette tradition très ancienne, permettait à ceux qui étaient persécutés dans d'autres pays de redevenir des hommes et des femmes libres. Et donc, c'était ça la position du franco-judaïsme, à part quelques personnalités, mais très, très minoritaires. Et évidemment, tout ça, c'était avant la Shoah. Enfin, cette position traditionnelle, c'était avant la Shoah. Je précise que les Juifs anglais ou les Juifs américains n'étaient pas plus nombreux à l'idée d'aller en Israël, parce qu'ils pensaient aussi être des citoyens des démocraties, et qu'ils le voyaient plutôt pour ces Juifs de l'Europe de l'Est qui étaient persécutés, qui avaient subi des pogroms et qui n'avaient obtenu que très tardivement l'égalité. Donc c'était un petit peu pour ces pauvres Juifs qui n'avaient pas la chance d'être des démocrates. Et évidemment, la Shoah, la fin de la relation enchantée avec les nations, la Shoah a changé les choses. Moi, je me souviens de la création de l'État d'Israël, c'est le triste privilège des vieux. Ça n'a pas été un grand problème pour les Juifs français à l'époque. D'ailleurs, il y a eu des travaux là-dessus qui l'ont montré. Il y avait à la fois de la sympathie et il restait fondamentalement ce sentiment que c'était un petit peu pour les autres. Et même Lévinas, quand il en parle, il ne remet pas. Il pense à une sorte de sionisme spirituel, mais il ne pense. Cela dit, objectivement, du fait qu'on pouvait désormais avoir une citoyenneté juive, citoyenneté au sens plein et politique du terme, était une occasion pour les Juifs français de dire s'ils étaient d'abord des citoyens français avec la tradition juive et un rapport particulier en Israël, ou bien s'ils partaient en Israël. Mais pour le franco-judaïsme lui-même, ça a concerné finalement assez peu de personnes, et surtout, ça a été après la guerre des 6 jours, tout le groupe de Strasbourg, Neher, etc. Enfin, il y a eu de gens qui étaient très religieux. Et puis, il y a eu des Français plus récents, c'est-à-dire les descendants des immigrations européennes de l'entre-deux-guerres et des immigrations de l'Afrique du Nord, enfin de la suite. Et c'est de là que sont partis un certain nombre de Juifs français pour Israël. Je voudrais citer
cette phrase de Léon Blum dont vous parliez, parce qu'elle Ah est oui, vraiment elle est extraordinaire, tellement, vous la donnez. elle est très belle et très typique. 1950, donc. 1950. Juif français, né en France, d'une longue suite d'aïeux français, ne parlant que la langue de mon pays, d'une longue, donc nourri principalement de sa culture, m'étant refusé à le quitter à l'heure même où j'y courais le plus de danger, je participe de toute mon âme à l'effort admirable, miraculeusement transporté du plan du rêve au plan de la réalité historique, qui assure désormais une patrie digne, égale et libre à tous les Juifs qui n'ont pas eu, comme moi, la bonne fortune de la trouver dans leur pays natal. Oui, Voilà. bonne fortune est beaucoup plus jolie que chance, que j'avais traduit mal. Mais Voilà. vous voyez que cette phrase est admirable parce que Oui. je crois qu'elle résume, non seulement elle est d'une très grande qualité sur le personnage qu'il a dit, mais elle résume la position du meilleur du franco-judaïsme. Alors, à partir du débat qui a opposé les intellectuels juifs au moment du bicentenaire de l'émancipation des Juifs par l'Assemblée constituante, donc, vous avez proposé en 91, donc c'était le bicentenaire, une typologie sur l'attitude des Juifs français à l'égard de la modernité républicaine. C'est un peu comme dans la Haggadah de Pessah, il y a les quatre fils, hein, 4 types de citoyens juifs. Vous dites bien que ce sont des types idéaux, des idéotypes. Premier type, le citoyen heureux, qui ne voit pas de contradiction entre le judaïsme et la citoyenneté française. Deuxième type, le citoyen sage, qui est plus réservé dans son adhésion à la citoyenneté, mais qui ne conçoit pas d'autres solutions pour que se maintienne en même temps fidélité au judaïsme et participation à la société française. Le troisième type, vous l'avez appelé le citoyen critique, qui critique la tradition jacobine et qui voudrait quand même que soit reconnue une forme de communauté juive sur le modèle des États-Unis. Et puis le quatrième type, c'est le citoyen que vous appelez prophétique, qui rêve d'une reconnaissance entièrement nouvelle d'une communauté juive. Alors, 30 ans plus tard, évidemment, cette typologie est très certainement encore pertinente pour situer chacun d'entre nous. Toutefois, les proportions ont tout de même changé, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup moins aujourd'hui de juifs citoyens heureux ou sages, et peut-être davantage de citoyens juifs critiques ou même prophétiques. Est-ce que vous diriez que ça a évolué 30 ans après ? On n'a jamais mesuré, mais il me semble en effet que, disons que la majorité se considère que qui dispose de la citoyenneté française, elles ne veulent pas le changer. Je pense qu'ils sont moins heureux. Hein. Ils sont moins heureux parce que, c'est-à-dire que la part de ceux pour lesquels c'est une modalité heureuse d'être juif en France est sans doute moins grande parce qu'ils sont inquiets. Parce qu'effectivement, depuis le début du nouveau siècle, il y a eu des assassinats de juifs parce qu'ils étaient juifs, les manifestations d'antisémitisme sont fréquentes, l'extrême gauche rejoint l'extrême droite, enfin je veux dire, il y a toute une série de facteurs qui expliquent qu'il est difficile d'être très heureux, et je crois que heureux et sage devrait être remplacé par inquiet. On est citoyen, mais avec de l'inquiétude. Donc aujourd'hui, il me semble que ça... Bon. Là-dessus, le rêve sur la communauté américaine, je pense qu'il est moins fort aujourd'hui parce que les juifs américains qui apparaissaient comme la grande success story de l'histoire des juifs contemporains est maintenant elle-même moins successful pour parler comme eux, c'est-à-dire que à la fois les juifs libéraux sont très critiques de l'État d'Israël. Oui, ça, on va faire un passage spécial sur les États-Unis. Donc le rêve américain me semble plus faible dans la population juive. Quant aux prophètes, certains sont partis en Israël. Je pense à un certain nombre de cas précis. Et puis il y a d'autres, il y a ceux qui aiment toujours rêver, donc ils rêvent, et il faut leur donner le droit de rêver. Ce sont des rêves qui ne sont pas dangereux dans l'occasion. Sans transition, on va parler d'Éric Zemmour, si vous voulez bien. S'il faut. Quelques questions, non, il n'y a pas de raison, non pas pour céder à la mode, mais parce que quand même, il a repris, il faut quand même le signaler, il a repris à son compte explicitement la phrase de Clermont-Tonnerre, c'est le programme qu'il propose pour les Juifs en France, et aussi parce qu'il a voulu faire fi quand même du traumatisme dont on parlait à l'instant, du statut des Juifs, comme s'il fallait effacer le rôle de Vichy comme condition nécessaire pour faire croire qu'il serait possible de retrouver ce statut heureux des citoyens juifs d'avant-guerre. Et il y a quand même une cohérence dans cette
dans cette relecture, fut-elle critiquable? C'est-à-dire que si on revient à Clermont-Tonnerre et qu'on efface ce traumatisme de Vichy, oui. Finalement, on va pouvoir recréer pour les Juifs en France une société heureuse. Oui, enfin, effacer, effacer la Shoah, effacer, etc., c'est un peu douteux pour un historien, puisqu'il se prétend historien. Bon, non, c'est très curieux de voir réapparaître le courant de pensée maurassien, comme s'il ne s'était rien passé. C'est du Maurras, enfin, c'est la nation, c'est la nation totalement ethnique, les morts, le sol, le sang, enfin voilà, qui réapparaît. Alors pour ça, il est obligé de dire des mensonges, puisque la position du gouvernement vichiste a vraiment été démontrée maintenant par les historiens. Il n'y a pas de discussion là-dessus. La preuve a été donnée. Alors il y a toujours... On peut toujours continuer dans les interprétations, à nuancer, etc. Mais le fait brutal que le statut des Juifs a été pris par le gouvernement vichiste avant toute demande des Allemands est absolument établi. Et on a même retrouvé, il n'y a pas très longtemps, un document de la main du maréchal Pétain lui-même qui aggravait les conditions du statut des Juifs. Et il y a sa main. C'est signé de lui. Donc, non seulement le gouvernement vichiste, mais le maréchal Pétain lui-même ont pris des décisions, encore une fois, avant même la demande des nazis. Bon, alors, mettre tout ça entre parenthèses comme si ça n'avait pas existé, c'est quand même surprenant pour un historien. Alors, et donc, ce retour de la pensée maurassienne... qui était comme l'antisémitisme, elle n'avait plus d'expression politique depuis la Seconde Guerre mondiale. Et son retour aujourd'hui est un peu troublant, pour le dire en termes modérés. Alors, encore une question là-dessus. On retrouvera dans votre livre l'article qui a été écrit en 83 avec Sylvie Strudel sur le vote juif en France, publié pendant la revue française de sciences politiques. Vous démontrez que ce vote n'existe tout simplement pas. En France. En France. Mais aujourd'hui, c'est quand même un fait qu'une partie non négligeable apparemment des électeurs juifs est tentée par ce vote Zemmour. J'avais un confrère israélien qui me disait « Vous allez être surpris de voir le score de Zemmour en Israël parmi les Français qui votent à l'étranger en Israël ». Comment vous expliquez ce phénomène-là ? Tous les responsables des organisations juives sont très clairement contre Zemmour. Je pense que ça s'explique d'une part par le sentiment de l'antisémitisme musulman, qui fait que l'idée de... Enfin, la lutte de Zemmour, qui est en fait contre les immigrés, donc contre les musulmans, enfin tout ça se mélange, joue un certain rôle. Et puis beaucoup d'entre eux, beaucoup de la population juive est maintenant... à des origines, ou tout au moins à des parents ou des grands-parents qui sont venus des pays d'Afrique du Nord et qui ont été traumatisés par le départ. Je pense en particulier aux Algériens qui étaient là depuis toujours, depuis aussi loin que remonte la mémoire et même l'histoire, puisqu'on pense qu'ils étaient là avant même le christianisme. Et donc l'expulsion de ces pays a été un grand traumatisme. Ce qui fait que conjugué avec l'antisémitisme musulman aujourd'hui, ça peut conduire à des positions qu'on peut regretter. Bon, on change d'ambiance, puisque je voudrais dire un mot maintenant de votre texte sur Lévinas que vous avez cité. Je ne parle pas de Zemmour dans le livre. C'était avant Zemmour. Je ne connaissais même pas son nom, je crois. Je me suis permis cette incursion dans l'actualité parce que il m'a semblé que malgré tout, on en parlait pas mal. J'espère avoir répondu. Merci. C'est un texte inédit donc, sur Lévinas qui a été rédigé pour un colloque ici Hommage en 2017. Vous l'avez intitulé « Lévinas, israélite français ». Vous quittez un petit peu un instant votre position d'observatrice. Qu'est-ce que vous écrivez ? « Je suis heureuse de voir en Emmanuel Lévinas un prédécesseur glorieux de mes propres analyses et même de mes choix personnels, car il conjugue une pleine fidélité au judaïsme et à la judéité avec l'adhésion à la citoyenneté, au patriotisme français. » Donc c'est ainsi que vous vous définissez vous-même, Dominique Schnapper. Je me mets modestement dans la suite de Lévinas. Oui, parce que comme Lévinas est très, très populaire et à juste titre,
les commentateurs de Lévinas, qui sont forcément tous de gauche ou gauchistes, n'ont jamais insisté sur cette dimension de Lévinas, qui est très très claire à travers tous ses textes. D'une part, c'était qu'il était extrêmement patriote. Rien ne remplaçait la France. Et d'autre part, il croyait énormément à la démocratie banale, la nôtre, la représentative. Il ne rêvait pas, il n'était pas dans le prophétisme. Et il n'a jamais pensé à partir en Israël parce qu'il pensait qu'il pouvait vivre toutes les dimensions du judaïsme pleinement à l'intérieur de la démocratie française. Et comme cette position n'est pas tellement à la mode, il gênait tout le monde et personne ne l'a dit, il me semble, dans les nombreux commentateurs de Lévinas. Et quand Daniel Cohen-Lévinas m'a demandé de parler sur Lévinas, moi, je ne suis pas philosophe, et donc j'ai regardé, disons, sa position en tant que juif, enfin en tant que représentant de la condition juive, et j'ai découvert un Israélite français parfait, typique. Parfait, j'entends au sens du type idéal représentant, c'est-à-dire extrêmement patriote, extrêmement juif, avec une pleine sympathie pour Israël et le rêve qu'Israël soit un pays différent des autres, c'est-à-dire qu'il y a un sionisme spirituel. Oui, c'est ça, parce que vous rappelez que pour Lévinas, la vocation de l'État d'Israël, c'était de formuler en termes modernes la sagesse talmudique, et voilà, que cela incombe à l'université hébraïque de Jérusalem. Il lui donnait un rôle particulier, mais c'était un rôle spirituel, oui, c'était pas un rôle politique. Dans l'une des leçons talmudiques que vous citez, il dit « Le judaïsme de la diaspora et toute une humanité étonnée par la renaissance politique d'Israël attend la Torah de Jérusalem ». Ce que vous traduisez dans votre conclusion. Ainsi, le citoyen français peut-il être resté attaché à sa patrie et à la citoyenneté démocratique et donner un sens spirituel essentiel à l'aventure de l'État d'Israël. Est-ce que vous suivez Lévinas jusque-là, jusqu'à donner, bien que citoyenne française, donc un sens spirituel à l'aventure de l'État d'Israël? Je pense que beaucoup de religieux, religieux donnent un sens spirituel à la renaissance de l'État d'Israël. Moi, vous savez, les sociologues, c'est des gens très plats, qui sont très matter of fact, qui regardent les faits. Et modestement, il me semble que l'État d'Israël, malheureusement, se conduit comme tous les États. Et sans doute, s'il ne se conduisait pas comme tous les États, il cesserait d'exister. Donc, voilà. Donc, l'histoire n'est pas finie, peut-être. Mais je pense aussi qu'une nation se construit tout de même autour d'un projet politique et que le fait qu'Israël se soit construit autour de ce projet politique, de réunir le peuple juif dispersé, donne certains traits particuliers à la société israélienne, mais que ça n'épuise pas la réalité de la société israélienne et que le gouvernement israélien se conduit comme tous les gouvernements, même démocratiques. Il y a une partie de votre livre qui s'appelle « Diaspora ». Bon, comme on ne peut pas parler de tout, on va revenir sur l'article sur les États-Unis, qui est évidemment la communauté la plus importante. Il est paru dans les Nouveaux Cahiers en 88 avec pour titre « Exceptionnalisme américain et normalité juive ». Et vous citez notamment, vous commentez la thèse du sociologue Daniel Bell, selon laquelle le peuple juif comporterait deux centres, les États-Unis et Israël. Et selon lui, il y aurait Jérusalem, un centre un peu symbolique, et puis New York, le centre effectif, le vrai centre. Voilà, qui apporte un soutien économique et politique, ainsi que l'exemple d'une existence juive réussie. Et vous vous interrogiez déjà à l'époque sur le fait de savoir si cette histoire ne risquait pas d'être démentie par l'histoire, ces espoirs de Daniel Bell. Près de 35 ans donc après ce texte, les faits vous donnent vraiment raison, puisque on voit que la situation des Juifs américains se dégrade, leur influence décline. En revanche, Israël, de son côté, se renforce plutôt, et que donc cette théorie des deux centres ne tient plus guère la route aujourd'hui. Comment vous voyez l'avenir de cette communauté juive américaine ? Oui, Dan Bell, c'était un petit peu son patriotisme américain qui faisait qu'il y avait deux centres du judaïsme, Jérusalem d'un côté et New York de l'autre. C'est une expression de la façon dont les Juifs patriotes voient leur propre pays. Je pense que la situation a effectivement beaucoup changé depuis ce moment-là. D'abord pour des raisons démographiques. Les Juifs ne font pas d'enfants aux États-Unis. Alors évidemment, ils font plus de la moitié sont des mariages mixtes. Ils convertissent assez
plus facilement que le consistoire français. Mais la conversion des conjoints ne suffit pas à remplacer la très faible représentation démographique. Or, en démocratie, la démographie a de l'importance parce que tout de même, les votes, c'est important. Et donc, la part des autres minorités, comme celle des hispaniques, est en train de s'accroître. Et donc, ils forment un pourcentage qui baisse, qui ne cesse de diminuer de la population américaine. C'est le premier point. D'autre part, ils avaient une influence disproportionnée par rapport à leur représentation du fait qu'ils étaient concentrés dans certains États. Et comme vous savez, le système américain fait que certains États jouent un rôle qui est disproportionné avec la population. On en a beaucoup discuté ces temps derniers. Or, ils sont maintenant dans des États qui sont une fois pour toutes acquis aux démocrates et dans lesquels, du coup, leur poids ne joue plus. Parce que c'est dans ces États-là, qu'on ait 60% ou 80%, ça ne change rien à la représentation. Donc, leur représentation statistique dans les institutions s'est considérablement affaiblie. En plus, ils se sont dispersés dans l'ensemble du pays. Donc, les mécanismes par lesquels, à l'époque de Dan Bell, bien que représentant 3% de la population, ils avaient un grand rôle politique, sont en train de se défaire. Et de plus, le monde intellectuel, qu'ils avaient beaucoup investi et dans lequel ils jouaient un très grand rôle, est devenu plutôt pro-palestinien et plutôt anti-israélien, c'est-à-dire que la gauche intellectuelle américaine se conduit comme une bonne partie de la gauche européenne, c'est-à-dire au nom d'une opposition à la politique du gouvernement israélien, à un antisionisme, ce qui en tant que tel n'a pas tellement de sens, qui confine souvent à l'antisémitisme. Et les collègues Friedlander, le grand historien de la Shoah qui est installé sur la côte ouest des États-Unis maintenant, dit que dans les universités américaines, c'est devenu extrêmement, extrêmement difficile. Et la woke culture n'est pas favorable. Ouais, on va en dire un mot tout à l'heure à propos de l'antisémitisme. Ça n'est pas favorable au respect de la vérité et au respect de la tradition juive. Autre sujet, parce que vous avez aussi réagi en 2014 à une décision de la Cour de Cologne qui avait assimilé la circoncision à un acte passible de poursuite pénale. C'est un texte que vous avez publié dans la revue Grief qui s'intitule « Sensibilité démocratique et circoncision ». On peut signaler que peu avant, d'ailleurs, le Conseil de l'Europe avait assimilé la circoncision à une violation des droits de l'enfant. La question agite certains milieux dits progressistes, en tout cas en Europe. Il y a eu des tentatives en Islande, je crois, au Danemark, bon, pour l'instant qui n'ont pas abouti, heureusement, mais la menace plane quand même sur cette pratique. Et vous dites, vous, que les politiques n'ont pas de légitimité à trancher cette question, si on peut dire trancher. Pour quelle raison ? J'ai dit ça ? Ah bon. Pas sous cette forme, en tout cas. Je pense qu'il y a effectivement vraiment une tension entre cette tradition et les valeurs démocratiques. D'ailleurs, il y a déjà eu un procès d'un homme qui avait été circoncis contre ses parents aux États-Unis, parce qu'on lui avait imposé, sans qu'il ait donné son acquiescement, évidemment, puisque c'est dans les 8 jours, et que ses droits avaient été trahis. Je ne sais pas quelle a été l'issue du procès. Ce qui a provoqué le drame, c'est en Allemagne, c'est parce que c'était une circoncision d'un enfant musulman dans des conditions d'hygiène très mauvaises, et l'enfant est mort. Et donc, il y a eu un procès. Et alors, évidemment, comme ça touchait la population musulmane, elle est assez nombreuse, moins nombreuse qu'en France, mais elle est tout de même nombreuse avec les Turcs en Allemagne. Et puis, les Juifs, ça a fait un grand débat, d'autant plus passionné que c'était en Allemagne, avec les souvenirs que nous savons. Et je pense qu'en effet, dans l'évolution de la démocratie vers la démocratie extrême et l'idée des droits des individus qui commencent très tôt, puisque à partir de 12 ans, on pense que quelqu'un peut changer de sexe et qu'après tout, il a le droit de le faire au nom de ses droits. Enfin, il y a une évolution
des démocraties vers des conceptions qui ne sont pas favorables à cette tradition. Alors là, les Français sont pour une fois, je dis pour une fois, ils sont pour... le Conseil d'État n'intervient pas, dit que voilà, que c'est important, qu'il faut faire dans de bonnes conditions, qu'il faut avoir un médecin. Enfin, bon, on dit des choses et essaye de ne pas en faire un drame supplémentaire, si vous voulez, dans la conception. Et en Allemagne, je crois qu'ils sont arrivés finalement à cette solution, mais je pense que la circoncision va dans l'avenir des démocraties poser de plus en plus de problèmes. Vous savez qu'en Angleterre, dans la bonne société, les garçons étaient circoncis. Et on a su, parce qu'elle l'a dit, que la princesse Diana n'a pas fait circoncire ses deux fils. C'était une transformation de ce qui était une tradition aristocratique en Angleterre, qui allait dans le sens des valeurs démocratiques, éventuellement des valeurs démocratiques extrêmes ou critiquables. Mais donc je pense qu'il y a là une tension supplémentaire. On m'avait demandé cet article, je l'avais pas fait spontanément. Et je crois qu'il y a effectivement une tension avec ce que deviennent les démocraties. La démocratie doit faire leur place aux tensions même de la condition humaine. C'est ça, voilà, ça fait partie des tensions qui... Alors revenons peut-être plus directement sur Israël, puisque c'est la troisième partie du livre, avec un texte intitulé « Contradiction et destin du sionisme », qui a été écrit à l'occasion d'un colloque, d'ailleurs, qui s'est tenu ici même en 2018. Alors, vous y donniez votre sentiment personnel, c'est pour ça que je me permets d'y revenir. J'ai eu tort. Je n'ai jamais... Voilà, ouais, je profite de l'occasion de votre petite faiblesse. Vous dites je, voilà. Je n'ai jamais songé à l'éventualité d'un départ en Israël. Je m'y sens étrangère. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais d'une étrangeté particulière, dites-vous, qui ne m'a pas empêché de participer pleinement à l'émotion lors de la guerre des 6 jours, sorte d'émotion que vous pouvez qualifier, je vous cite toujours, émotion existentielle ou ontologique. Émotion ontologique. C'est des mots que vous n'utilisez pas très souvent, disons, dans votre travail de sociologue. Vous préférez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les faits, éventuellement la phénoménologie, mais pas forcément les sens. Tout se passe comme si vous évoquiez quelque chose chez vous de très profond, d'inatteignable, et qui cependant donc remonte à la surface de temps à autre. Est-ce que vous êtes arrivé d'analyser ce phénomène et peut-être vous pouvez nous en dire davantage ce soir? Oui, on a toujours tort de parler de soi quand on n'a pas envie de parler de soi. Je pense que j'ai l'habitude plutôt d'écouter la façon dont les Juifs parlent leurs propres conditions ou leur propre identité. En général, en effet, je me suis... Mais là, c'était un colloque qui avait été organisé parce que on célébrait le 1948, l'anniversaire de l'État d'Israël, et le musée avait hésité sur la manière de le célébrer pour ne pas tomber ni dans la géographie ni dans la critique, mais d'essayer d'être fidèle à sa vocation de réflexion, d'art et d'histoire du judaïsme. Et évidemment, l'histoire d'Israël fait partie de l'histoire du judaïsme. Et donc, c'est Elie Barnavi qui avait organisé ce colloque, et tous les participants étaient israéliens. Et donc, il m'avait demandé de faire la leçon inaugurale. Et comme je parlais à des Israéliens, il m'avait paru un petit peu, au moins courtois, de leur donner ma position. Alors, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que je suis une héritière du franco-judaïsme. Je connais mal ou peu la culture juive. J'y tiens beaucoup. La preuve, c'est que je préside avec bonheur à cette belle institution que fait marcher Paul Salmona. Mais je n'ai jamais imaginé pouvoir partir en Israël. Mais je constate qu'il y a quelque chose, quelque part, comme on dit quelquefois, c'est-à-dire quand on ne sait pas, on dit quelque part, quelque chose de profond qui fait que, effectivement, la guerre des 6 jours m'a beaucoup bouleversée, comme je crois tous les Juifs dans le monde entier, qui avaient un côté souvenir, répétition, drame de la Shoah qui risquait d'arriver de nouveau. En fait, on sait rétrospectivement qu'il n'y avait pas un tel danger, mais on a vécu ce danger très profondément. Et je constate que
J'ai beaucoup d'amis intimes qui ne sont pas juifs, j'en ai d'autres qui sont juifs, et qu'il y a quelque chose qui se passe, que je ressens avec ceux qui sont juifs. Et j'ai fréquenté un homme qui allait devenir mon époux pendant des mois sans avoir jamais pensé qu'il était juif. Et puis un jour, ça a été une évidence. Donc il se passait quelque chose dont je n'avais moi-même pas conscience et que je ne peux pas analyser. Et c'est pour ça que je l'appelais ontologique, parce que ce qu'on ne peut pas analyser, on l'appelle ontologique. Donc voilà. Ah, vous dites partager une forme sourde et enfouie de judaïté. Pourquoi enfouie ? Pourquoi enfouie finalement ? Enfouie de fait, je veux dire enfouie de fait parce que je suis ignorante. C'est ça que je veux dire. Je suis ignorante, je ne pratique pas. J'ai célébré un premier Shabbat en 2004. Donc voilà. Ça fait déjà pas mal de temps. C'est ce que je veux dire par enfoui, parce que ça ne se manifeste pas, disons. Alors, pour reprendre les thématiques qu'on évoquait il y a un instant, vous dites que le rapport entre la vocation universelle de la citoyenneté, d'une part, et les données ethniques de la culture israélienne, d'autre part, est spécifique. En quoi consiste cette spécificité par rapport aux autres nations ? La spécificité, c'est que la nation israélienne s'est construite pour assurer le judaïsme, c'est-à-dire la dimension non politique, la dimension de culture, de religion et d'histoire qui définissent la dimension ethnique. Et que quand Zeev Sternhell, par exemple, dit qu'il faudrait supprimer toute référence à la Torah et faire un pays socialiste comme les autres, quand il critique les politiques israéliennes qui ne séparent pas le politique du religieux, je crois qu'il manque l'essentiel, c'est-à-dire que la raison d'être de l'État d'Israël, c'est justement la culture juive, et que en supprimant ces dimensions de la culture juive, on supprime la raison d'être et les valeurs et l'État d'Israël lui-même. Et donc, il ne peut pas y avoir une forme de séparation du politique et du religieux comme il y en a dans d'autres démocraties, comme il y en a dans la démocratie française, parce que le pays a justement été construit pour développer, conserver, transmettre, faire vivre ces dimensions de la culture juive. Et ça, c'est assez spécifique. C'est une création une création volontaire sur le modèle des nations, mais à partir de la volonté de faire exister justement ce qu'on appelle dans les autres pays l'ethnicité. Et donc c'est une relation très particulière qui fait que les Israéliens les plus laïcs, et nous en connaissons tous, mes collègues en général sont très laïcs, en même temps ont vis-à-vis des religieux une indulgence, une considération, et d'une certaine façon, ils participent, parce qu'ils participent du même monde, et que s'il n'y avait pas ces religieux, l'État d'Israël perdrait une de ses raisons d'être. C'est ça la spécificité. C'est ça la spécificité. Ils ne peuvent pas devenir un État-providence comme la Suède et la Norvège en laissant tomber ce qui est juif. On peut éliminer toute dimension religieuse, donc vous dites à l'histoire du peuple, sans mutiler le sens de son destin. Oui, voilà, c'était mieux alors dit. Là, c'est quand même... mais c'est ça que je voulais dire. C'est ça que vous voulez dire, vous l'avez dit dans le livre. Mais je l'ai écrit, on prend le temps de réfléchir. Mais c'est quand même là où l'abstraction citoyenne touche à ses limites, finalement. Oui. Elle touche toujours à ses limites, parce que dans toutes les démocraties, il y a aussi le partage d'une certaine culture, d'une certaine historique. Je veux dire, par définition, aucune nation n'est une nation purement civique. Ça supposerait cette abstraction que d'avoir des citoyens les uns à côté des autres qui n'ont pas de relation entre eux et qui ne partagent rien, ce qui est une abstraction. Je veux dire, la fameuse opposition entre nation civique et nation ethnique n'a jamais existé. Toutes les nations sont ethniques, c'est-à-dire qu'on partage une certaine histoire réelle ou fantasmée, une certaine culture, une certaine langue, et puis on transcende toutes ces particularités par le principe civique. Mais Israël est un cas particulier, c'est-à-dire dans un cas où le civique lui-même n'est justifié que par l'ethnique. Vous parlez quand même d'universalisme de la citoyenneté. Comment est-ce qu'on concilie cet universalisme avec le particularisme juif, qui a aussi une vocation universelle, malgré tout, si l'on s'en tient en tout cas à la vision, on peut dire, messianique de son rôle. Comment vous voyez l'articulation entre ces deux visées universelles ?
Ça dépend si vous parlez des démocraties, si vous parlez d'Israël ou des autres démocraties. Parce que si c'est les autres démocraties, c'est une situation de minoritaire qui se réfère à une spécificité qui est considérée comme de nature religieuse, essentiellement religieuse. Donc, c'est la manière dont les démocraties gèrent chacune à leur façon les minorités religieuses par rapport à ce qui est en général le cas, c'est-à-dire une religion majoritaire. Alors en Israël, c'est une situation complètement différente, puisqu'au contraire, le judaïsme y est majoritaire, même s'il y a 20% de non-juifs de toutes les façons. Mais malgré tout, le pays est organisé autour de l'histoire et autour des institutions qui sont issues de la tradition juive. Et donc c'est quand même deux cas tout à fait différents. Et dans le livre sur la citoyenneté à l'épreuve, j'avais enlevé le cas israélien comme n'étant pas du même ordre dans ses relations avec les démocraties. Votre ouvrage s'achève avec quelques textes sur l'antisémitisme. J'aimerais bien qu'on parle peut-être des nouvelles formes qu'il prend. Donc on a parlé beaucoup de l'islamo-gauchisme, mais il y a aussi ce que vous avez évoqué tout à l'heure, cette fameuse culture woke. La journaliste Bari Weiss, qui a récemment démissionné du New York Times, alerte sur l'aveuglement, notamment à gauche, face à la remontée de l'antisémitisme. C'est comme si les juifs étaient invisibles pour l'idéologie woke, c'est ce qu'elle dit. Et puis il y a aussi un livre de l'humoriste anglais David Badiel qui s'appelle Jews Don't Count, qui regrette que l'antisémitisme soit le grand impensé, finalement, de ces nouveaux progressismes woke ou antiracistes. Et il affirme que les juifs américains sont rangés dans la catégorie des privilégiés par une grande partie des jeunes militants démocrates. Est-ce que là, on n'a pas quelque chose qui est quand même assez nouveau, comme une vague nouvelle, avec cette idéologie qui s'appuie sur précisément des préoccupations supposément antiracistes, morales, égalitaires? Oui, c'est une forme récente du recyclage de vieux thèmes, parce que ce qu'on observe, c'est qu'on a d'un côté, on a le vieil antisémitisme traditionnel, si je puis dire, de l'extrême droite, c'est-à-dire contre la société moderne et au nom de traditions catholiques, qui ne s'exprimait pas depuis, encore une fois, qui ne s'exprimait pas depuis 1945, qui maintenant s'est exprimé plus facilement, encore qu'à l'extrême droite française, enfin avant ce renouveau que lui apporte un nouveau personnage. Mais ce qui est frappant, c'est que puis il y a un certain antisémitisme des populations musulmanes qui ont nourri des préjugés et qui avaient vis-à-vis des juifs, on voit ça dans le cas français, vis-à-vis des juifs, il y avait un grand mépris pour les juifs. C'était des faibles, c'était des gens qui ne pouvaient pas porter les armes. Enfin, dans la tradition musulmane, on les taxait plus, etc. On leur faisait des ennuis, mais il y avait surtout du mépris. Et qui ont eu l'impression, à la suite de leur migration vers la France, que les Juifs il y avait un renversement de situation, que les Juifs étaient désormais des gens importants, qui avaient du pouvoir dans les médias, et donc ça a renouvelé les préjugés qu'ils avaient en les transformant et en les inscrivant dans une forme de ressentiment à l'égard de la France. Et puis, ce qui est nouveau, c'est qu'au nom de la solidarité avec les Palestiniens, l'extrême gauche est devenue, dit, nous ne sommes pas antisémites, mais nous sommes antisionistes. Ce qui, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? On pouvait être antisioniste quand l'État d'Israël n'existait pas, c'est-à-dire être contre la création de l'État d'Israël. À partir du moment où il existe, être antisioniste, ça veut dire la destruction de l'État d'Israël. Donc c'est une position c'est une sorte d'oxymore. Bon. Et donc, au nom de la solidarité avec les Palestiniens, attribue au gouvernement israélien les caractéristiques qui sont d'habitude celles qui étaient attribuées aux Juifs et forment une espèce d'antisémitisme qui se dit anti-antisémite et qui en fait est proche. Et du coup, la gauche non extrême, tétanisée, ne dit rien et ne voit pas, et ne regarde pas et ne dit rien. Tout ça au nom de l'antiracisme et de la position ne de la veut victime. Ne veut pas avoir l'air de ne pas être solidaire des victimes palestiniennes et ne dit rien. Et reste. Et donc, ce n'est pas une situation facile. À la fin de votre introduction, parce qu'on approche
presque de l'heure maintenant. Vous appelez modestement le lecteur à mesurer si vous avez réussi à être digne de votre volonté de traiter avec rigueur de problèmes qui suscitent le plus souvent l'inquiétude, la mémoire, les passions tristes et aussi les grandes espérances. Finalement, j'avais envie de vous demander sur votre position, finalement, à la fois de citoyenne et de sociologue, en quoi la rigueur de la connaissance permet de chasser les passions tristes. Ah ben, je crois qu'elle n'y arrive pas, mais c'est sa raison d'être quand même. C'est-à-dire que l'expérience semble montrer que l'appel à la modération, à la raison et au calme est moins entendu que l'appel aux passions et aux émotions. Et je n'ai pas la prétention que... et je pense que c'est une constatation qu'on peut tous faire, et que l'appel aux passions tristes ou pas tristes et aux émotions des unes et des autres sont beaucoup plus efficaces que l'appel à la raison. Mais on ne se change pas, et il me semble que le rôle que peut avoir les sociologues, ou plus généralement ceux qui se consacrent à la réflexion, c'est au moins d'essayer de donner ce point de vue aussi rationnel que possible, en pensant... si on ne serait pas professeur, comme moi qui suis un vieux professeur, si on ne croyait pas que quelquefois l'appel à la raison a quelque effet, parce que tout le problème de la transmission et de l'éducation est fondé sur cette croyance. Donc on a cette croyance, mais c'est un petit peu comme la croyance du franco-judaïsme, sans se faire tout à fait des illusions, et en sachant que c'est pas par des arguments rationnels qu'on emporte les décisions, mais beaucoup plus en faisant appel aux émotions et aux passions, mais chacun dans son rôle. Voilà, je vais terminer avec une question à 100 000 euros, question sans réponse. Qu'est-ce qu'être juif ? Vous dites, être juif consiste à s'interroger sur le judaïsme et sur sa propre judéité, en sachant que les vraies questions n'ont pas de réponse. Et non, c'est pas si grave, puisque l'essentiel, on le sait bien, c'est la question. Bon, voilà. C'est ça. Non, mais je rajouterai rien. Ce qui reste de juifs chez beaucoup d'entre nous, c'est l'interrogation sur ce qu'est être juif, sachant que chacun est libre finalement de donner la réponse qu'il veut, parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Pour les sociologues, c'est pas évident, parce que en France... Ah bah pour les sociologues, c'est commode. Ils disent les uns pensent ceci, les autres pensent cela, et ils ne prennent pas parti. Donc ça va, ça pose pas de problème. C'est pour les métaphysiciens, c'est ceux qui veulent savoir l'essentiel, parce qu'alors là, il n'y a pas de réponse. C'est difficile aussi pour les sociologues en France, puisqu'il n'y a pas de statistiques, comme on dit. Oh oui, mais c'est pas grave, quand même. On peut se passer de statistiques. Il y a aussi un article là-dessus. Oui, on peut se passer de statistiques. Mais simplement, il n'y a pas beaucoup de sociologues juifs qui se posent la question. Vous travaillez sur quoi en ce moment, Dominique Schnapper ? J'essaye de travailler sur les dérives du woke et de la manière et la façon dont les démocrates se mettent à perdre tout contact avec la réalité et à faire de l'intersectionnalité, du genre, du transgenre, enfin, ces machins-là. On voit toujours à la pointe, en tout cas, de l'actualité. Sans effet, je précise. De réagir à l'actualité tout en... Sans effet aucun. Conservant tout de même cette distance et ce regard que vous avez, qui vous est propre et qu'on apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Dominique Schnapper, merci d'avoir Antoine, accepté de répondre à ces questions. Et je voudrais